Et la réponse des Israéliens est au mieux de l'indifférence ou, sous sa forme la plus courante, un soutien total. Nous voyons cela parce que, même s'il y a actuellement des manifestations contre le gouvernement de Netanyahou, il est important de garder à l'esprit que ces manifestations sont contre lui. Ce ne sont pas des manifestations contre ce qu'Israël fait dans la bande de Gaza. Au contraire, 88% des Israéliens ne sont pas satisfaits qu'Israël n'ait pas utilisé assez d'argent contre cette population civile, réfugiée, enfantine, occupée et dépossédée. Notre dernière intervenante, Diana Boutou, est une avocate et analyste palestinienne basée à Haïfa. Elle a précédemment travaillé comme conseillère juridique pour l'équipe de négociation palestinienne et plus tard pour le président Abbas. Diana était l'une des avocates qui ont contesté la légalité du mur d'apartheid d'Israël devant la Cour internationale de justice. Elle est une commentatrice et écrivaine fréquente sur la Palestine, avec des articles parus dans le New York Times, le Washington Post, le Boston Globe, The Guardian et Foreign Policy, ainsi que dans d'autres grands journaux américains. Elle est titulaire de diplômes de l'Université de Toronto, de l'Université Queen's, de Kellogg Northwestern et de la Faculté de droit de Stanford. Elle a également été boursière à Stanford et aux écoles de droit et Kennedy de Harvard. Diana a été une voix cruciale ces derniers mois, écrivant et fournissant des interviews aux médias. Elle a contextualisé ce qui se passe à Gaza et repoussé la déshumanisation des personnes dans la bande de Gaza. Nous sommes très heureux d'accueillir Diana et nous serions ravis de vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup à tous. J'aurais aimé être là en personne, mais hélas, je ne le peux pas. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu, en particulier ceux qui ont organisé cet événement. Plus particulièrement, je veux exprimer ma gratitude à mes deux copanélistes, Daniel Levy, un ami de longue date, et Francesca. Francesca n'est pas juste une amie, mais quelqu'un que j'admire profondément et que je respecte beaucoup. Elle a été vocale et instrumentale au cours des dernières années de son mandat pour s'assurer que la question de la Palestine soit reconnue et abordée. Elle a servi de voix à des moments où certains d'entre nous ne pouvaient pas parler. Alors, merci Francesca pour tout et merci à tous d'être ici. Moi aussi, je veux commencer par revenir au jour de la soumission de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Je me souviens de ce jour car il marquait 3 mois depuis que l'attaque d'Israël sur la bande de Gaza a commencé, 3 mois depuis le début de ce qui a été qualifié de génocide. Entendre la soumission sud-africaine était difficile, non parce qu'elle n'était pas vraie, elle était entièrement vraie, mais parce que nous avions passé les 3 mois précédents à espérer qu'une seule vidéo, une seule image, une seule interview ou un seul article changerait l'opinion mondiale et influencerait les pouvoirs en place pour arrêter le génocide. Tout au long de cette période de 3 mois, nous n'avions pas eu la chance de prendre du recul, de nous rassembler et de comprendre pleinement l'étendue de ce qu'Israël nous avait fait. Ce jour-là, lorsque j'ai entendu l'exposé, c'était la première fois que je réalisais vraiment tout ce qu'Israël avait fait au cours de ces 3 derniers mois. Et aujourd'hui, une fois de plus, en entendant Francesca, nous voici au 6e mois. Alors qu'elle faisait sa présentation, j'ai de nouveau pleuré parce que c'était la première fois en 6 mois que je pouvais prendre du recul et entendre dans son intégralité tout ce qui nous était arrivé. Je dis cela parce que, en tant que Palestiniens, nous avons passé notre existence à ne pas être vus, à ne pas être entendus, ou plutôt à être ignorés. Cette région est peut-être la plus documentée de l'histoire, des grandes organisations des droits de l'homme à l'ONU, aux médias mondiaux, et pourtant, malgré cette surdocumentation de ce qui est arrivé aux Palestiniens, il semble y avoir un déni collectif
que cela ne nous est pas réellement arrivé, ou une acceptation collective que c'est acceptable que cela nous arrive. C'est acceptable qu'Israël commette un génocide. Entendre les mots de Francesca aujourd'hui souligne vraiment l'importance de lire le rapport. J'encourage chacun d'entre vous à lire le rapport. Il fait 25 pages, et chaque page, chaque ligne est chargée de tant d'informations qu'elle ressortira comme un joyau dans l'histoire. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas après avoir lu ce rapport. Personne ne pourrait dire qu'il ne savait pas avant non plus, mais particulièrement après avoir lu ce rapport. Je dis cela parce que je veux un peu pivoter vers là où je vis et comment nous vivons maintenant en tant que Palestiniens. Je vis en Palestine historique, dans une ville appelée Haïfa, et je passe beaucoup de mon temps à voyager entre Haïfa et Ramallah en Cisjordanie. J'ai vécu à Gaza il y a de nombreuses années, mais je n'ai pas été autorisée à entrer à Gaza depuis 2006. Malgré cela, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Vivre dans cette région, à la fois maintenant et dans le passé, a toujours été comme être un fantôme. Comme si vous n'importiez pas, vos droits n'importaient pas, et ce qu'Israël vous fait est jugé sans importance et peut-être ignoré. Aujourd'hui, vivant à Haïfa, l'intention génocidaire et le discours que Francesca a discuté et que la CIJ a mentionné sont visiblement évidents. Vous y êtes confrontés tous les jours. Partout où je vais, je vois des panneaux avec des messages comme « Finissons-les », une phrase qui fait écho au discours de Nikki Haley, « Fin de Gaza » ou « Ensemble, nous gagnerons ». Quand vous demandez aux gens ce que « ensemble » ou « gagner » signifie, la réponse pointe souvent vers l'effacement de Gaza. En poussant plus loin, en questionnant s'ils soutiennent vraiment le meurtre de 33 000 à 40 000 Palestiniens, y compris 14 000 enfants, et la destruction de la ville de Gaza, cela révèle la profondeur de la crise. Tant de dégâts ont été infligés à la bande de Gaza, un petit morceau de terre, au point que la Banque mondiale estime maintenant le coût à 18,5 milliards de dollars, soit 87% du PIB combiné de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'est l'ampleur des dégâts. La réaction des Israéliens va de l'indifférence au mieux au soutien pur et simple au pire. Il est crucial de noter que bien qu'il y ait des manifestations contre le gouvernement Netanyahou, ces protestations ne sont pas contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza. Au contraire, 88% des Israéliens sont mécontents parce qu'ils croient qu'Israël n'a pas utilisé assez de forces militaires contre la population civile occupée et dépossédée, qui comprend des réfugiés et des enfants. Nous ne sommes pas seulement témoins de déclarations d'intention génocidaire, mais aussi d'une intention génocidaire qui a été soit complètement ignorée, soit, dans les pires cas, embrassée par la société israélienne. Les mêmes TikTok que nous voyons, montrant des soldats israéliens tenant de la lingerie féminine, écrivant des propositions dans des maisons palestiniennes dans la bande de Gaza, ou enchaînant les mains des gens au point de nécessiter une amputation, mettent en lumière cette question. Des TikToks se moquant des Palestiniens emprisonnés ou pris en otage et des TikToks montrant des individus urinant sur des Palestiniens sont diffusés. Ce contenu perturbant soulève de sérieuses questions sur pourquoi de telles actions sont permises et pourquoi Israël est autorisé à se comporter de cette manière. Depuis 76 ans, Israël et les Israéliens n'ont pas été tenus responsables de leurs violations des droits de l'homme, crimes de guerre, massacres et ce qui peut être décrit comme un génocide. Malgré les ordonnances provisoires et les mesures émises par la Cour internationale de justice, CIJ, et un vote du Conseil de sécurité des Nations unies pour un cessez-le-feu, Israël a ignoré ces actions. Il y a une idée fausse selon laquelle les résolutions du Conseil de sécurité peuvent être non contraignantes, mais l'histoire ne peut être réécrite. Malgré ces efforts internationaux, la réponse aux actions d'Israël a été le silence, renforçant la perception que les vies palestiniennes sont sous-évaluées.
Cette situation souligne le fait que la région est l'un des endroits les plus documentés sur Terre. Pourtant, la responsabilité reste insaisissable. Il est inexcusable. Pourtant, il semble qu'on puisse fermer les yeux, suggérant que le système de droit ne s'applique pas véritablement de manière universelle. Il semble être un système de droit pour le monde entier, sauf pour Israël. Cela souligne l'importance cruciale de concentrer nos efforts sur la responsabilité et les sanctions, pour garantir que les Israéliens ne puissent plus penser qu'ils peuvent publier de telles vidéos et s'engager dans ces actions sans conséquence. Au sein de la société israélienne, il y a un manque de remise en question ou de préoccupation. Au contraire, ces actions sont souvent applaudies. Allant au-delà de la responsabilité, il est crucial de reconnaître que la situation en Palestine n'est pas simplement une question humanitaire. Israël l'a effectivement escaladée en une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Cependant, au fond, c'est une question politique. Il est impératif de l'aborder comme telle. La question se pose, comment cela peut-il être fait? La réponse est simple. Israël ne doit pas être autorisé à continuer de traiter les Palestiniens comme s'ils étaient inférieurs. Nous devons défier et changer le système qui permet à la scie et à la supériorité juive de prévaloir. Ce n'est plus le moment de l'inaction. Au contraire, c'est maintenant le moment pour nous de redoubler d'efforts et de pousser pour tenir Israël responsable, visant à mettre fin au système de suprématie juive. Je veux conclure mes remarques en discutant de l'aspect politique et des tentatives qui seront probablement faites dans les mois, voire les années à venir, pour éviter la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes. Nous avons déjà vu des tentatives pour obtenir une reconnaissance plus grande d'un État palestinien. L'Espagne avance vers cette reconnaissance et il est prévu que d'autres pays suivront. À l'ONU, la question de la reconnaissance d'un État palestinien et de son octroi de la pleine souveraineté a été renvoyée à un comité. Il est crucial de considérer si la création d'un État palestinien mènera à la responsabilité. Je crains que la réponse soit non. La création d'un État palestinien pourrait devenir une autre manière pour le monde de se dérober à ses responsabilités envers les Palestiniens et à ses obligations en vertu de la Convention pour la prévention du génocide. Nous devons concentrer nos efforts sur la responsabilité. Nous ne pouvons plus vivre dans un monde où un État, Israël, est considéré comme étant au-dessus du droit international. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, il s'agit du système international de droit tel que nous le connaissons. Nous sommes face à un choix, pousser pour un système de droit international qui s'applique à tous ou accepter un système de chaos. Le travail que vous allez faire dans les jours et mois à venir est crucial. J'espère que nous travaillerons ensemble pour tenir Israël responsable, y compris par un embargo sur les armes, des sanctions et en réévaluant l'accord d'association, parmi d'autres mesures. C'est le moment d'agir, pas plus tard. Je souhaite conclure mes remarques en parlant de la Nakba. Il est important de parler de la Nakba parce que, comme Francesca l'a montré dans ses arguments et son document, la question du génocide remonte à 1948. Lorsque Israël a tenté de déplacer les Palestiniens et de prendre leurs terres. Je suis personnellement la fille d'un homme qui a survécu à la Nakba. Mon père avait 9 ans en 1948, il est décédé il y a quelques années, mais jusqu'à son décès, il se souvenait vivement de ce que c'était que de vivre la Nakba en tant qu'enfant. La Nakba n'était pas juste le déplacement forcé des Palestiniens, ce en quoi nous avons en quelque sorte transformé cela en un euphémisme aujourd'hui. C'était en réalité la destruction totale de la société palestinienne. Du jour au lendemain, Israël a détruit des communautés et les a fait fuir. Du jour au lendemain, Israël a détruit des écoles. Du jour au lendemain, ils ont détruit des maisons et des cimetières. Du jour au lendemain, ils ont tué. Du jour au lendemain,
Mon père est passé de Palestinien vivant dans sa patrie à être une minorité indésirable dans l'État d'Israël. Et jusqu'à ce jour, nous voyons encore les fantômes de la Nakba. Nous les voyons encore quand nous voyons les villages qu'Israël a complètement effacés. Nous les voyons encore quand nous voyons les restes des plantes qui sont là. Le sabra, la poire de cactus, le cactus qui reste. Nous le voyons encore avec toute la végétation. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant comme si la Nakba n'avait pas eu lieu. Et nous ne pouvons pas prétendre que ce qu'Israël fait aujourd'hui n'est pas une continuation de cette Nakba. Je n'ai jamais cru que je vivrais pour voir de mes propres yeux, sur mon propre téléphone et en entendant mes amis à Gaza, les mêmes choses exactes que mon père a vécues il y a 76 ans. Il est très important pour nous de faire le lien entre ce que le sionisme représentait en 1948 et ce que le sionisme représente aujourd'hui. C'est une question d'effacement.